Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en période de confinement, nous sommes en période où le foot nous manque, nous sommes en période où le sport en lui-même est en train de nous fuir. Mais c'est pas grave, on peut toujours en parler, on peut toujours garder l'esprit sportif, garder l'esprit foot. Aujourd'hui, on va parler de foot justement et on va parler d'un sujet en particulier qui tourne autour de la Ligue 1 avec une question assez précise qui est un débat finalement qui revient depuis, on est en 2020, donc qui revient depuis à peu près 8 ans, depuis que les Qataris sont entrés dans le championnat de Ligue 1 et ont acheté le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tue-t-il la Ligue 1? C'est très moche de dire tue-t-il, mais c'est pas grave. Le Paris Saint-Germain, est-ce que le... Allez, on va la poser mieux que ça. Est-ce que le Paris Saint-Germain tue la compétition en Ligue 1, tout simplement Est-ce qu'ils sont en train de... Enfin, est-ce que depuis des années, en fait, ils cassent le rythme, ils empêchent finalement la Ligue 1 de se développer parce que il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de confrontation, il y a pas de véritable niveau en face, tu vois. Est-ce que le PSG, voilà, finalement, fausse le championnat de Ligue 1? Voilà la question du jour. Débat assez intéressant parce que ça fait des années qu'on en parle et tout. Moi je trouve que là ça fait donc 8 ans qu'ils sont là. Ça fait donc 7 ans on va dire de domination parce que la première année ils arrivent, c'est donc Montpellier qui est champion en 2012. À partir de 2013 donc Paris est champion et là on commence à voir le... Encore 2013 c'est une équipe... Ah, ils sont quand même déjà au-dessus, hein, franchement ils sont déjà au-dessus. Mais bon, moins que les années là qui ont suivi, et puis encore pire maintenant, où c'est vrai que quand tu commences le championnat, tu sais qui gagne quoi. Alors à part en 2017, où Monaco nous a prouvé que tout était possible, très belle saison d'ailleurs. Et alors est-ce que voilà, le Paris Saint-Germain fausse cette Ligue 1? Moi mon avis, et la réponse que je vais défendre aujourd'hui c'est non. Et je vais m'expliquer pourquoi. Le Paris Saint-Germain, certes, quand ils arrivent, ils se font racheter, surtout le contexte en fait qui fait ça, c'est quand Paris se fait racheter, ils sont pas troisième, quatrième, en haut du classement, tu vois, pas loin de toute façon d'être premier, et puis ils se retrouvent au-dessus parce qu'ils se font acheter. Non, quand Paris arrive, quand le Qatar arrive, pardon, Paris ils sont quand même, ils sont passés un poil de cul, c'est le cas de le dire, de la relégation, et tu te fais racheter, et d'un coup, pif, tu deviens la meilleure équipe. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu mal au crâne, tu vois, parce que il serait fait racheter dans les époques là où il terminait quatrième, cinquième, qui jouait l'Europa League là avec enfin la Coupe UEFA et tout, qui avait du Paoletta, trucs comme ça. Bon, voilà, tu te fais racheter quand t'es quatrième et tu passes premier. Bon, c'est un coup de pouce, mais je veux dire, t'étais pas si loin que ça de la première place, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais là, en plus dans un championnat, c'est vrai où le niveau en termes général est l'argent. Parce que là, on va parler d'argent, malheureusement, c'est ça, hein, la Ligue 1, c'est ça le problème. Tu es dans un championnat où en fait l'argent, il n'y en a pas tellement. Donc en fait, celui qui en a, bah, il est au-dessus quoi. On a vu par exemple le Lyon de Jean-Michel Aulas des début des années 2000 jusqu'à 2010. C'est une équipe qui financièrement était bien gérée et qui a bien su investir, qui s'est mis au-dessus des autres. Et en fait, t'as vu qu'ils sont restés au-dessus pendant tout le temps. Alors après, la preuve que voilà, il faut continuer à évoluer et puis il faut faire attention parce que derrière t'as Bordeaux qui sont arrivés à être champions, Marseille, Lille, Montpellier même, voilà. C'est pas les moyens financiers que des Montpellier à être champion. Mais en tout cas, on l'a vu dans cette Ligue 1 là qui manque cruellement d'argent que bah, en avoir un peu et savoir bien le gérer, rien que déjà ça, pour Lyon, ça a permis d'être au-dessus. Et puis quand Paris est arrivé, il y a tellement eu un flot d'argent incroyable que c'était beaucoup trop pour la Ligue 1. Donc ça n'a pas permis aux autres équipes de suivre. Voilà pourquoi on dit toujours est-ce que ça fausse parce que Paris en fait ils partent d'une possible relégation à on domine le championnat. Donc forcément c'est un peu trop comme montée. Donc oui, sur un an ou deux ça fausse. Bon, après, une équipe qui termine 16e, elle peut terminer deuxième l'année d'après, hein. On a déjà vu ça. Enfin, je veux dire, Marseille aussi, ils sont passés d'un extrême à un autre là en quelques années. Ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Donc c'est pas impossible. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment
tu vois que c'est l'aide extérieure. C'est pas Paris, ils ont pas fait un bon recrutement ou un truc. Ils ont eu de la thune. Voilà, il y a un moment, c'est ça. Et la thune, bon, alors aujourd'hui avec le fair play financier, c'est un peu plus quadrillé, mais on voit bien que quand t'as de la thune, c'est tout. Il y a un moment, c'est le foot d'aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que, alors pourquoi je dis non, alors que là je suis en train d'insister sur le fait que quand même Paris est passé d'une relégation à devant d'un coup, qu'ils écrasent, alors que bon, c'est pas qu'ils auraient pas dû, mais normalement tu peux pas, s'il n'y avait pas eu cette entrée d'argent là, ils auraient jamais dominé comme ça d'un coup. Le problème, c'est que aujourd'hui on est en 2020, Paris ils ont donc été rachetés en 2011-12, hein, on va dire 12 à peu près. C'est là qu'ils ont commencé vraiment à essayer de changer de dimension. Il y a quand même d'autres équipes depuis ce temps-là qui ont eu l'opportunité de grandir. Alors là, je parle même pas par rapport au PSG, c'est-à-dire que le PSG a creusé un écart, certes. Le PSG est là où ils en sont aujourd'hui, mais les autres équipes, maintenant, c'est à eux que je vais en venir. Et là, il va y avoir plusieurs équipes dans le viseur, hein. Et là, il va y avoir des petites fléchettes en plein cœur. Commençons par l'Olympique de Marseille, parce que Marseille, c'est un exemple très, très concret, puis c'est un exemple très récent, donc c'est plus facile. L'Olympique de Marseille, capable de faire une finale d'Europa League, et en même temps capable de se vautrer complètement en termes de gestion d'argent et championnat. L'Olympique de Marseille arrive avec son Champions Project. Alors, tout le monde a rigolé, moi le premier. Évidemment, le mot Champions Project, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, quand t'as un PSG comme ça en face de toi, tu peux pas venir dire on joue le championnat chaque année. Alors après, quand tu mets de la thune, tu peux, mais en plus 200 millions, c'est pas que c'est rien, mais même s'il l'avait mieux investi, enfin, je veux dire, tu peux avoir une équipe compétitive chaque année, comme Lyon, comme Lille, comme Monaco aussi a pu le faire. Sauf que bon, voilà, par rapport au PSG, enfin, je veux dire, Champions Project, bon, surtout que Marseille, ils partaient un peu de loin aussi, il leur manquait beaucoup de choses, beaucoup de talent dans l'équipe pour arriver à être à un niveau champion. Mais bon, ils arrivent avec 200 millions sur la table, tu te dis, c'est bon, c'est Marseille, je veux dire, il y a du public, ça attire les gens, les joueurs connaissent, ils ont gagné la seule Ligue des Champions française. Bon, c'est Marseille quoi, 200 millions, c'est pas mal. T'as de quoi quand même déjà progresser, foutre un bon coup de boost à ton équipe, et puis voilà, arriver à truster le titre dans une Ligue 1 quand même qui manque de niveau, hein, à pas se mentir. À part Paris, bon, c'est vrai que voilà, t'as Monaco qui a pu faire, Lyon de temps en temps, mais bon, c'est pas du niveau du PSG, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut pas lutter 2 ans, 3 ans contre eux. Donc, Marseille commence à faire leur petit recrutement, truc et tout, et on se rendra compte avec le temps que les budgets ont été très mal gérés, que ce soit au niveau des salaires ou que ce soit au niveau des transferts. Donc, là où je veux en venir, c'est que, pour continuer à parler de Marseille, à quel moment c'est la faute du PSG si l'Olympique de Marseille se retrouve aujourd'hui dans une situation où ils vont se faire condamner par le fair play financier parce qu'ils ont mal géré leur thune, qu'ils ont clairement mal géré les salaires et qu'ils vont être très très justes niveau budget transfert. À quel moment c'est la faute du PSG? C'était le premier exemple. On va enchaîner avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui est quand même l'équipe derrière le PSG la plus pérenne, on va dire, de la Ligue 1, c'est-à-dire celle qui, au niveau de l'argent, a le moins de problèmes. Alors Lyon a construit son stade, ça a bouffé les caisses, on pouvait plus recruter, il n'y avait plus rien, bon bref voilà. D'accord. Sauf que là c'est fini depuis quand même bien 2 3 ans. Ce côté on peut plus du tout dépenser. Il y a quand même quelques chèques qui sont ressortis, hein, même fils de paille notamment, hein, c'est le premier gros chèque qui ressort. Voilà, il y a eu des petits 10-15 millions dans les coins. Bon là, Lyon a redevenu compétitif, Lyon fait des recettes grâce à son stade, Lyon a retrouvé l'Europe. Donc voilà, et la Ligue des Champions. Donc pas grand chose à dire. Tu te lances dans un nouveau projet, voilà, tu ramènes Juninho, super, Silvino et tout, voilà, c'est ça ton. En fait, le but de Lyon en construisant son stade et en prenant le temps d'amasser l'argent, de refaire des bénéfices, c'était d'arriver au début de la saison 2019-2020 là, avec un projet de nouvel entraîneur, directeur sportif, nouveau recrutement, des joueurs et tout. D'accord. L'Olympique Lyonnais vend Nabil Fekir. L'Olympique Lyonnais vend Tanguy Ndombele et Ferland Mendy dans le même mercato, qui sont trois titulaires incontestables et indiscutables de l'effectif, et qui sont en plus extrêmement talentueux quand même. Fekir étant champion du monde, Ndombele étant aujourd'hui en équipe de France, et Ferland Mendy quasiment titulaire au Real Madrid.
Ouais, on peut le dire, titulaire au Real Madrid, il est en train de passer devant Marcelo. Et franchement, il est pas si loin que ça de l'équipe de France s'il enchaîne quelques bonnes performances, faut pas se leurrer. Donc, trois joueurs assez puissants en termes de niveau et en termes de capacité à te faire progresser ton effectif. Tu vends ces trois joueurs-là d'un coup, dans le même mercato, tu les remplaces par trois mecs. Alors qu'on va dire, alors tu t'as acheté d'autres mecs, mais on va dire que avec ces ventes-là, tu as pu prendre. Bon, t'as pris Koné, Youssouf Koné, par exemple, à la place de Mendy, mais t'as acheté Andersen avec de la thune, Thiago Mendes, Jeffrey Adelaide. Bon, t'as fait 2-3 recrues. Andersen est catastrophique, Thiago Mendes est catastrophique. Jeffrey Adelaide est très bon, et il s'est blessé, pas de chance, tout comme Memphis, pas de chance. Bon, bref. Le mercato de Lyon est quand même catastrophique en soi, hein. Voilà, donc le mercato, c'est également la recrue de l'entraîneur Silvino, catastrophique, qui se fait virer, remplacé par qui? Rudy Garcia, catastrophe populaire. Hein, tu prends le mec le plus détesté par les Lyonnais. Bon, voilà, hein, j'ai même pas besoin de commenter plus. Donc Lyon se retrouve dans une situation où tu te mets quasiment les supporters à dos, où en plus ton football est dégueulasse, où tu n'as pas les résultats, tu fais ta pire saison depuis le début de l'ère Olas. À quel moment c'est la faute du Paris Saint-Germain si l'Olympique lyonnais n'a pas profité de la situation qu'on lui offrait pour se mettre en position de force? Lyon s'est rabaissé tout seul. Marseille s'est rabaissé tout seul. Je vais maintenant continuer avec l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a on sait une façon de fonctionner. On achète quand même un peu cher des jeunes joueurs, c'est-à-dire 15-20 millions des mecs entre 16 et 20 ans. Voilà, on les achète exprès pour que voilà, 15-20 millions, personne d'autre en France peut les avoir et va sauter dessus. Donc ils en prennent un max, 4 ou 5, hop, et puis bon, bah t'en as qui vont repartir, hop, pouf, 60 millions, 70, 80, pouf. Voilà. Modèle économique classique d'une équipe en 2020, acheté pour revendre. Jusque-là, pas de souci. Ils l'ont fait très bien avec beaucoup de joueurs. Ça s'est très bien passé. Hein. Kylian Mbappé, notamment. Hein. Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Monaco a quand même une puissance financière qui lui permet, même s'ils vendent des gros joueurs chaque année, de se renforcer. Alors évidemment, tu peux pas être compétitif chaque année de la même manière, tu peux pas être très fort une année et vendre tous tes meilleurs joueurs et être très fort l'année d'après, on est d'accord. Donc tu peux subir des chocs sportifs d'une saison où comme tu te retrouves voilà, 15e d'un coup, 16e, bon, enfin, c'est un peu abusé je trouve. Mais normalement, tu peux recruter assez de joueurs pour au moins arriver à être dans les 10 premiers, à pas être catastrophique, à te retrouver en Europa League la saison d'après, une Ligue des Champions, jouer la Coupe d'Europe, voilà, et arriver à faire progresser tes jeunes pour les revendre, etc. Mais normalement, tu as quand même la capacité sportive d'être compétitif chaque année, en plus de posséder un budget assez intéressant. Et Monaco trouve le moyen non seulement de faire une saison où ils font 15-16e, comme je l'ai dit. Le problème, c'est que derrière, ils repartent pas, ils refont la même merde, ils ratent complètement leur mercato, ils virent leur entraîneur en lui donnant un putain de chèque, ils prennent un entraîneur qui revire 3 mois plus tard pour reprendre le même entraîneur qu'ils ont viré 2 fois avant. Bref, l'AS Monaco se tire des balles dans le pied absolument tout seul, et en plus, trouve le moyen de ne pas repartir vraiment sportivement. Alors là, l'année 2019-2020 allait un petit peu mieux, hein, t'es aux portes de l'Europa League, ça va un peu mieux. Mais Monaco s'est foutu dans le trou pendant 2 bonnes saisons, alors qu'on a bien vu qu'en 2017, quand tu arrives quand même à avoir un petit peu de chance dans ton projet de revente de joueurs, etc., tu arrives à te retrouver avec des mecs comme Mbappé, Mendy, Silva, Fabinho, Lemar, etc., qui te permet de gagner un titre de champion de France devant ce PSG là, ce qui est absolument incroyable, de faire même une demi-finale de Ligue des Champions, comme quoi Monaco peut, sauf que Monaco derrière se vautre, à quel moment est-ce que c'est la faute du Paris Saint-Germain si Monaco se vautre tout seul pendant 2 saisons derrière? Voilà, je pense que on commence légèrement à faire le tour de la question, on a compris hein, où je voulais en venir. En quoi Paris ne faisait pas pour moi le championnat. Je vais terminer avec une équipe, je ne vais pas tous les faire, mais terminer avec une équipe qui pour moi est extrêmement significative, Saint-Etienne. Là, on n'est clairement pas à un niveau de titre, c'est-à-dire que Marseille, Paris et Marseille, Lyon et Monaco sont des équipes qui chaque année peuvent essayer de jouer le titre. Pourquoi? Parce que même s'ils sont moins forts que le PSG et qu'ils ont moins de moyens, ils sont quand même meilleurs que le reste de la Ligue 1. Donc normalement, ils doivent pouvoir réussir pas mal de points, enfin, inscrire pas mal de points, et donc au moins être dans les 3 premiers chaque année, il y a une possibilité.
voire aller titiller un peu Paris, voire gagner comme Monaco l'a fait quand t'es dans une saison exceptionnelle, voilà. Mais il faut mettre les chances de son côté. Ces trois équipes ne l'ont pas fait. Je vais terminer donc avec Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que Saint-Etienne, c'est l'archétype de l'équipe française du milieu haut de tableau. Saint-Etienne manque d'argent pour faire beaucoup de choses. Saint-Etienne n'est pas au niveau de Marseille, Lyon, Paris et Monaco, etc. On sait très bien que c'est compliqué. C'est pas le problème en soi. Le problème, c'est que Saint-Etienne a eu Christophe Galtier pendant très longtemps, que Christophe Galtier a amené plusieurs fois Saint-Etienne en Europa League, et qu'à chaque fois que Christophe Galtier a amené Saint-Etienne en Europa League et a demandé un- une petite rallonge de budget pour être compétitif en Europa League, j'ai juste dit compétitif. Compétitif, ça équivaut honnêtement quand t'es Saint-Etienne. On l'a vu certaines années avec les équipes qu'ils pouvaient avoir, les joueurs qu'ils pouvaient avoir. Normalement, alors il y a des années où ils ont pris des groupes en poule, ils ont pris la Fiorentina, l'Inter, des trucs comme ça. Bon, t'es inférieur à ces équipes-là, oui, ça peut arriver, c'est pas grave. Le problème, c'est que Saint-Etienne arrive en Europa League, donc avec un effectif qui ne se renouvelle pas, avec souvent le meilleur joueur qui est vendu pour faire de la thune, parce qu'ils sont déjà pas des masses, comme j'ai dit, et qu'en fait, Christophe Galtier s'est retrouvé plusieurs fois à faire une très bonne saison, c'est-à-dire quatrième, cinquième, quoi, à se retrouver en Europa League, et l'année d'après, à terminer troisième ou quatrième de sa poule d'Europa League, alors qu'il y avait des équipes honnêtement à leur portée, qui se retrouvaient à faire des matchs nuls 0-0 catastrophiques contre des équipes norvégiennes, suédoises, du fin fond du championnat, sans arriver à développer un quelconque jeu, sans avoir assez de talent pour les battre. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, à aucun moment, les dirigeants de Saint-Etienne n'ont voulu accorder cette rallonge à Galtier. À aucun moment, ils n'ont voulu être compétitifs en Europa League. Et à aucun moment, Saint-Etienne n'a pu être compétitif, n'a pu vraiment. La seule année où ils passent les poules, bah, ils prennent Manchester United en 16ème d'Europa League. C'est compliqué. Donc voilà, mais je veux dire, tu te fais éliminer en 16ème par Manchester United. Bon, déjà pas grand chose à dire. Et puis les supporters étaient grave contents. Tu joues contre Manchester, tu vas à Old Trafford, tu joues contre des Pogba, Ibrahimovic et tout. C'était grave bien, tu vois. C'est ça que les clubs veulent et ont besoin. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que les dirigeants de Saint-Etienne recherchent, et moi je trouve que ça prouve quand même ce qu'on a vu depuis des années. Alors, Rennes est en train de casser cette dynamique-là en ayant des gens un peu plus compétents et un peu plus. Euh, je trouve plus le mot. Compétents et à la recherche de performance en tout cas. Donc ils sont en train de casser cette dynamique, mais Rennes jusqu'ici, on peut aussi citer Bordeaux et donc Saint-Etienne, sont des équipes qui régulièrement, les trois là, ont pu se qualifier dans les 10 dernières années en Europa League sans jamais tenter quoi que ce soit pour aller la jouer derrière. Voilà, donc il y a un moment, j'ai envie de te dire, si les équipes du haut de tableau, soi-disant, donc hors Paris, Marseille, Monaco et Lyon, se sabordent tout seuls, ce qui les empêche de progresser, voire pire, les fait régresser. Que les équipes derrière, Rennes, Bordeaux, Saint-Étienne, entrent dans un système où à chaque fois qu'elles ont le progrès en face d'elles, ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas le tenter. Donc, en fait, Rennes, Saint-Étienne et Bordeaux, c'est des équipes qui terminaient 5e, allaient en Europa League, prenaient une poule honnêtement avec une équipe forte où tu te dis ouais c'est quand même compliqué, et une équipe kata et une autre équipe abordable, en tout cas à peu près de leur niveau, et se retrouvaient 3e, 4e de la poule parce qu'ils ne jouaient pas la compétition. Voilà. Et du coup, tu te retrouves avec des équipes qui, l'année d'après, comme là ils doivent jouer 6 matchs d'Europa League et tout, le calendrier est compliqué, puisqu'évidemment ils ne se sont pas renforcés, donc ils n'ont pas assez de joueurs, pas assez de talent, donc ils perdent des matchs. Donc l'année d'après ils se retrouvent 12e, et puis en fait ils sont même pas en Europa League, donc ils n'arrivent même pas à enchaîner 2 saisons européennes. Donc, ne peuvent pas progresser. Parce que pour progresser, il faut le vouloir, il faut tenter quelque chose. Et ces équipes-là ne tentent pas. Et le problème des équipes au-dessus, comme j'ai dit, donc Monaco, Lyon et Marseille, c'est que ils tentent, hein, mais mal. Et c'est là où j'en reviens à la question de départ. Est-ce que le PSG tue le championnat de France? Le PSG, je pense quand même, a un peu sabordé ce championnat
au début, là, 2012, 13, 14, quand ils arrivent et qu'ils passent de, comme j'ai dit, de relégation à pouf, une équipe qui vaut des centaines de millions d'euros, oui, là, il y a quand même d'un coup, il y a quand même un pont beaucoup trop énorme entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont d'un coup. Par contre, aujourd'hui, je suis désolé, mais les clubs n'ont pas quand tu vois que les clubs de Ligue 1 ne progressent pas ou n'arrivent pas à progresser, non, là, c'est pas la faute du PSG. Là, il y a un problème. Quand tu vois les moyens, surtout mis en œuvre par Lyon, par Marseille, Monaco, voilà, non, ils doivent faire mieux. Après, il y a des équipes dont j'ai pas cité, qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu justement de cette désorganisation de la Ligue 1, qui sont Lille, Nice, voire Montpellier, qui sont des équipes très cohérentes, qui ont de l'ambition et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que, comme je l'ai dit, les autres équipes n'arrivent pas ou ne veulent pas progresser. Et voilà, donc j'espère que ça va changer parce que j'ai terminé cette vidéo là très prochainement avec quand même un peu d'optimisme. Donc le PSG est une équipe quand même qui pourra jouer la Ligue des Champions chaque année pour essayer de la gagner. J'espère quand même qu'ils arriveront à bâtir quelque chose, hein. Parce que bon, leur équipe de losers c'est marrant 2 secondes, mais se faire taper en championnat par eux 5-0 tous les mois pour que derrière ils arrivent en Ligue des Champions et ils passent pas l'écart, ça fout un peu le seum quoi. Ensuite, je pense quand même que Marseille, bon là, ils vont aller en Ligue des Champions à mon avis. Comment, dans quel état, avec quel état financier, quel joueur, je pense que ça va être très compliqué, mais normalement, là, si Marseille arrive à se remettre d'aplomb au niveau financier, se remettre à zéro, ils peuvent repartir sur des bonnes bases. Si ils mettent les ingrédients, ils peuvent rester en haut, au moins en Europa League chaque année, ouais, etc. Je pense quand même que Lyon est sur la bonne pente. Alors après, là, il y a cette saison catastrophique. Je pense qu'ils vont tirer les leçons et que ça ira mieux, que l'entraîneur va aller mieux, que le projet, voilà, avec Juninho là, qui commence à s'installer, il a fait une erreur en prenant Silvino, mais là, ça va repartir. Je pense que Monaco, certes, s'est fait défoncer là par ce retour de Jardim, mais cette époque-là qui a montré la fin de l'entraîneur portugais. Je pense que là, ça va aller mieux, nouvelle dynamique, nouveaux joueurs. Ils ont toujours du talent et de la thune, donc je veux dire, on le voit, ils étaient dans la merde. Ils recrutent Slimani Ben Yedder, les mecs qui font partie des meilleurs buteurs passeurs de la Ligue 1. Donc, ils vont toujours se relever, au moins au niveau Europa League et tout. Monaco, ils vont remonter, mais je pense que voilà, ça va leur arriver de temps en temps d'avoir des trous de 1 ou 2 saisons comme ça. Mais ils seront capables d'en faire des bonnes aussi. Je pense que Nice va tenter de se stabiliser dans la première partie de tableau, voire Europa League. Et ils sont capables parce qu'ils ont la thune et qu'ils ont l'air d'être assez intelligents dans ce qu'ils font. On a vu avec Dolberg et tout, je trouve que c'est un bon recrutement. Ils s'appuient sur des joueurs intelligents à voir comment ils vont développer ça. Ensuite, on a un Rennes qui a l'air assez. Malheureusement, Olivier Létang était viré, hein. Je pense qu'Olivier Létang et Julien Stéphan étaient tous les deux très importants dans le club, donc à voir comment on va continuer. Pareil, je parlais des équipes qui ne veulent pas progresser avec Rennes, avec c'est Pinot, je crois, le direct, pardon, celui qui met les thunes, Verrier, l'actionnaire, merci. Et on sent que lui non plus, ça fait des années qu'il veut pas progresser. Là, il a réussi parce qu'il a eu des gens compétents. Il en a viré déjà un. On va voir si Rennes va continuer, mais en tout cas, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont quelque chose de cohérent. Il y a de quoi se stabiliser. Voilà, je pense quand même qu'il y a de l'optimiste à avoir. On l'a vu, Monaco était capable de faire une demi-finale de Ligue des Champions, Monaco était capable d'être champion devant le Paris Saint-Germain, Marseille était capable de faire une finale d'Europa League, Lyon était capable de faire une demi-finale d'Europa League, d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions 2 fois de suite, sans être non plus brillant. Donc voilà, il y a quand même de quoi réfléchir. Espérons que le football de Ligue 1 va continuer à se développer, qu'on va pouvoir avoir des équipes françaises quand même compétitives et surtout cohérentes et qui nous offrent un peu de beau jeu parce que voilà, je pense que plus ces équipes-là réfléchiront correctement, seront cohérentes et prendront des risques qui vont payer, et plus on aura une Ligue 1 attractive, intéressante et en plus capable de résister au niveau européen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que le PSG tue le championnat de Ligue 1? Moi je pense que non. Quel est votre avis? Parce que là il y a gros débat. Depuis des années le débat continue bien sûr. En tout cas j'ai donné le mien en citant les exemples avec les équipes autour du PSG dans cette Ligue 1. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.